Je ne sais pas si on peut vraiment avoir moins peur de la mort, exactement. Mais je pense que... Voici une hypothèse, et c'est une hypothèse socratique. J'en parle aussi dans mon livre, d'ailleurs. Peut-être que si tu vis ta vie pleinement, vraiment pleinement, que tu profites des avantages qui se présentent à toi, que tu utilises tes talents, que tu dis oui aux opportunités, que tu dis la vérité, que tu te lèves et que tu t'engages vraiment. En supposant que tu puisses faire ça, tu sais. Parce que certaines personnes sont très malades, souffrent. Mais en supposant que tu puisses le faire, je pense que la seule façon de combattre la peur de la mort, c'est de vivre pleinement. Et je pense que ça pourrait vraiment marcher. Je me le demande, d'ailleurs j'en ai parlé avec mon père aussi, qui commence à être assez âgé, tu sais. Je lui ai demandé par exemple s'il pouvait être transformé à nouveau en jeune homme de 18 ans, en sachant ce qu'il sait maintenant. Il était ambivalent à ce sujet. Il n'a pas donné de réponse claire, ni oui ni non. Et nous avons parlé de cette idée que si tu vivais ta vie pleinement, tu sais, peut-être que ça suffirait, parce que, tu sais, j'ai adoré avoir des enfants, mais je ne ressens pas que je voudrais en avoir à nouveau, tu sais, parce qu'en un sens, je l'ai déjà fait. Et donc peut-être qu'il y a un nombre défini d'aventures que tu dois vivre dans ta vie. Admettons que tu doives te marier, avoir des enfants, une carrière, des amis et une activité utile hors travail. Ce sont des sujets abordés dans le programme d'écriture du futur. Peut-être que si tu accomplis tout ça, ce sera suffisant. Tu as eu ta vie, et c'est suffisant. Je veux dire, je ne sais pas. Il y a 10 ans. Je pensais que si je pouvais radicalement prolonger ma vie. Alors je le ferais, et... Je n'en suis plus si sûr maintenant, que j'ai 55 ans, tu sais, je vieillis, J'ai un peu le pressentiment que tu pourrais arriver à la fin, tu sais. C'est ce qu'il semble. Je ne souhaite pas que ça arrive bientôt, mais... Peut-être que tu t'épuises dans ta vie, tu sais. Peut-être que tu peux faire ça au point qu'il ne reste vraiment plus rien de toi. Est-ce que tu t'inquiètes que ta célébrité t'emprisonne dans la personne que tu étais avant? Ouais, eh bien c'est Elvis. Est devenu un imitateur d'Elvis au moment où il est mort. Ouais. Est-ce que tu crains d'être devenu un imitateur de Jordan Peterson? Est-ce que tu as peur, d'une certaine manière, de devenir le célèbre Jordan Peterson en costume, brillant, la certitude dans la quête de la vérité? Toujours dans le vrai? Je pense que c'est ce qui m'inquiète le plus. J'espère. J'espère que c'est le cas. Il vaut mieux. La célébrité, dans une certaine mesure, quand tu te regardes dans le miroir, dans le silence de ton esprit, est-ce qu'elle t'a corrompu? Certainement, à certains égards. Je veux dire, c'est quelque chose de très difficile à éviter, tu sais, parce que... les choses changent autour de toi. Les gens sont beaucoup plus susceptibles de faire ce que tu demandes, par exemple. Et donc c'est un danger parce que... l'une des choses qui t'empêche de mal tourner, c'est que les gens te résistent de façon optimale. C'est pour ça que tant de célébrités perdent le contrôle, surtout les types tyranniques, comme ceux qui dirigent que des pays. Tout le monde autour d'eux arrête de dire « oui, là tu t'égares un peu ». Ils rient à toutes leurs blagues, ils leur ouvrent toutes les portes, ils veulent toujours quelque chose d'eux, le tapis rouge est toujours déroulé. Tu pourrais penser que ce serait merveilleux, mais pas si le tapis rouge est déroulé devant toi pendant que tu te diriges vers la perdition. Ce n'est pas une bonne affaire, tu y arrives juste plus efficacement. Donc, l'une des choses que j'ai essayé d'apprendre à gérer, c'est d'avoir toujours autour de moi des gens qui me critiquent, qui me disent « oui, tu aurais pu faire mieux là. Tu as été un peu trop dur ici. Tu aliènes les gens inutilement là. Tu aurais dû faire plus de recherches là. » Et je pense que la responsabilité qui va avec ça augmente à mesure que ton influence augmente. Et ça, à mesure que ton influence augmente, ça devient beaucoup de responsabilité. Tu sais? Et puis peut-être avoir un jour sans... Eh bien, voici un exemple. J'ai écrit quelques chroniques récemment. Sur des sujets qui me perturbent. Comme la famine à venir, par exemple. Et c'est difficile de s'attaquer à ces problèmes-là. Il est difficile et effrayant de s'attaquer sérieusement à ces problèmes. Il serait plus facile d'aller au chalet avec ma femme, de sortir sur le lac et de regarder le coucher du soleil. Et donc je suis tenté de m'inspirer
La colère comme énergie motrice pour m'aider à surmonter la résistance à faire cela. Mais ensuite, cela me rend plus dur et plus critique dans mon ton lorsque je lis de telles choses, par exemple sur YouTube, que ce qui serait optimal. J'ai déjà eu des débats avec des gens à ce sujet, parce que j'ai des amis qui disent « Non, si tu dénonces les environnementalistes mondialistes qui harcèlent les agriculteurs néerlandais, alors un peu de colère, c'est exactement ce qu'il faut. » Mais d'autres disent « Tu sais, il ne faut pas être trop dur, parce que tu risques d'aliéner des personnes qui, autrement, t'écouteraient. » C'est un équilibre difficile à trouver. Mais aussi peut-être que la colère endurcisse ton esprit au point que tu ne remarques pas la beauté subtile et silencieuse du monde, l'amour discret qui est toujours là, qui imprègne tout. Parfois, tu peux devenir profondément cynique envers le monde. C'est comme ce que disait Nietzsche, ne combats pas les monstres, de peur que tu ne deviennes toi-même un monstre. Et si tu regardes longtemps dans l'abîme, l'abîme regarde aussi en toi. D'accord, mais je dirais qu'il en soit ainsi. C'est ça. Parce que, eh bien moi aussi, je dis ça en sachant qu'il a absolument raison. Mais si tu regardes dans l'abîme assez longtemps, tu vois la lumière, pas l'obscurité. Tu es sûr de ça ? Je parie ma vie là-dessus. Ouais, c'est un sacré pari. Eh bien, c'est parce que ça pourrait déformer ton esprit au point que tout ce que tu vois, c'est l'abîme, c'est le mal dans ce monde. Eh bien, alors Je dirais que tu n'as pas regardé assez longtemps. Tu sais, ça nous ramène aux épées. Les épées enflammées, Les épées enflammées. J'ai alors expliqué que l'image préfigurait toute l'histoire du Christ. C'est comme si l'histoire du Christ, psychologiquement, était l'acceptation radicale de la pire tragédie possible. C'est ce que cela signifie. C'est ce que la crucifixion signifie, psychologiquement. C'est comme regarder en face ce qui vous effraie le plus. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Parce que dans l'histoire, le Christ traverse la mort pour aller en enfer. Donc la mort ne suffit pas. L'abîme de la mort innocente n'est pas suffisant pour produire la rédemption. Il faut que ce soit un voyage volontaire en enfer, et peut-être que c'est vrai pour tout le monde. Il n'y a pas d'idée plus terrifiante que celle-là, par définition. Alors, est-ce que vous osez regarder cela en face ? Qui sait, à quelle fréquence regardez-vous la mort en face, la vôtre ? À quelle fréquence vous rappelez-vous que tout cela se termine personnellement ? Tout le temps. Parce que toi, en tant que penseur profond et philosophe, il est facile de commencer à philosopher et d'oublier que tu pourrais mourir aujourd'hui. L'ange de la mort plane sur chaque mot. Comment ça, moi ? À quelle fréquence le fais-tu en pleine conscience ? Tout le temps. Tu as remarqué l'ange ? Tout le temps. Je pense que c'est l'une des choses qui me rendait particulier quand j'étais à l'université, tu sais. J'y pensais. J'avais la pensée de la mort en tête tout le temps. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens autour de moi, des gens que j'admirais, eh bien, ce n'était pas dans leur caractère, mais c'était clairement dans le mien. Je me réveillais chaque matin, ça a duré des années, en pensant « Le temps est court, vas-y, le temps est court, vas-y, il y a des choses à faire. » Ce sentiment a toujours été présent et continue de l'être, ce qui est d'une certaine manière insupportable. Tu en as peur ? De quoi ? Peur de la mort ? Oui. Tu sais, j'étais prêt à mourir à un... Et ce n'était pas à la légère. J'avais des gens que j'aimais. Tu sais, Je ne m'inquiète pas trop pour moi, mais j'ai très peur de faire une erreur. Oui, moi. J'ai entendu Elon Musk en parler il y a quelques mois. C'était vraiment un moment marquant. Quelqu'un lui a posé une question sur la mort, et il a répondu, comme ça, puis il a continué la conversation. Il a dit, ce serait un soulagement, puis il a continué la conversation. Et je me suis dit, eh bien, vous savez, il a beaucoup de responsabilités sur les épaules. Je suis sûr qu'une partie de lui pense. Ce serait plus facile si tout cela n'existait pas du tout. Il l'a dit spontanément. Mais c'était un moment révélateur, selon moi. Donc pour lui, c'est une vraie question existentielle. L'épuisement de la vie. Oui. Tu appelles ça la vie, c'est la souffrance, la difficulté.
J'ai plus peur de l'enfer que de la mort. Tu as peur de ce qui vient après. Je ne sais pas si ça suit ou si c'est toujours là. Et je pense qu'on va le découvrir. Quel est le lien entre la mort et l'enfer? Je ne sais pas. Et- Je ne sais pas. Je ne sais pas. Y a-t-il quelque chose à faire avant votre arrivée? Vous avez plus de chances de mourir de façon terrible si vous vivez d'une manière qui vous mène en enfer. Dans le programme d'écriture sur l'avenir, celui sur lequel nous avons fait le plus de recherches, si les gens le font pendant 90 minutes, même mal, avant d'aller à l'université, cela réduit de 50% la probabilité qu'ils abandonnent la première année. C'est incroyable. Cela est particulièrement efficace pour les personnes les plus enclines à abandonner. Donc beaucoup d'interventions psychologiques aident les bons élèves à faire encore mieux et n'aident pas les moins bons. Beaucoup. Et pourquoi pensez-vous que cela les aide davantage? Eh bien, je pense que les bons élèves ont déjà une certaine vision et un plan, alors que les moins bons sont vraiment ambivalents sur ce qu'ils font parce qu'ils n'ont pas de plan. Et nous parlerons davantage de pourquoi c'est si important. Si vous n'avez pas de raison de faire quelque chose, et qu'une raison de ne pas le faire se présente, eh bien, vous ne le ferez tout simplement pas. Parce que ne rien faire, c'est vraiment facile. Vous pouvez juste rester là à ne rien faire toute la journée. Faire des choses demande des efforts, donc toute résistance va vous freiner. Aller à l'université par exemple, pourquoi est-ce difficile? Eh bien, il faut se lever, il faut aller en cours, il faut faire les devoirs, il faut lire, il faut passer les examens, il faut croire que ce chemin est d'une certaine manière meilleur que n'importe quel autre chemin que vous pourriez suivre, et il y a une infinité d'autres chemins, et que c'est fondamentalement mieux que de ne rien faire, de jouer à des jeux, ou de simplement rechercher le plaisir. Donc, comme c'est difficile, il y a beaucoup d'obstacles. Sans raison, pourquoi surmonter les obstacles? En suivant le programme d'écriture du futur, deux choses se produisent. D'abord, vous vous considérez comme quelqu'un qui pourrait avoir une raison, une vision à imposer au monde. Et comment y arriver? Eh bien, ensuite, vous développez une véritable vision. Le programme vous demande de faire quelque chose qui a un élément biblique fondamental, même si ce n'était pas explicite lors de son développement initial. Je m'en suis rendu compte plus tard. Il y a une déclaration dans les évangiles à ce sujet. Le Christ dit à ses disciples : « Demandez et vous recevrez. Frappez. Et la porte s'ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Et vous écoutez ça, vous pensez : non, c'est pas possible, mec. Ça ne peut pas être aussi simple. Eh bien, ce n'est pas que c'est simple, c'est que c'est aussi simple que ça. Parce que nous réfléchissons au sens de vouloir. Quand vous voulez quelque chose, vous allez chercher. Mais à quel point allez-vous chercher intensément? Peut-être cherchez-vous le Saint Graal, l'or dans l'antre du dragon ou le joyau dans la tête du crapaud. Vous recherchez quelque chose gardé par une créature monstrueuse, mais pochtilleuse. Mais à quel point êtes-vous engagé dans cette quête? Êtes-vous prêt pour cela? Cela demande un engagement total et fondamental. Il faut être humble pour être ouvert à l'apprentissage, à une transformation radicale et à la possibilité d'avoir tort. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, et la volonté de sacrifier pratiquement tout ce qui a moins de valeur pour cet objectif, sinon vous ne le voulez pas, vous n'avez pas demandé, vous ne cherchez pas, vous n'avez pas frappé à la porte. Eh bien, c'est le développement d'une vision. Maintenant, vous pouvez considérer la conscience comme l'outil de la mise en œuvre de la vision, au sens le plus large. Donc, ce à quoi nous sommes vraiment confrontés en tant qu'êtres humains, ce n'est pas un monde déterministe qui fonctionne comme une horloge, où le passé pousse vers l'avant, de manière algorithmique ou déterministe. Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. La façon dont le monde fonctionne, c'est que nous faisons face à un horizon de possibilités qui n'est pas prévisible. C'est quelque peu prévisible, comme une pièce musicale est prévisible. Il existe des règles, mais elles ne permettent pas une prévision déterministe. L'intelligence artificielle est pleine de possibilités et de potentiel. C'est sa nature même, le potentiel. Et pour maximiser la qualité de notre interaction avec ce potentiel, nous devons lui imposer une vision, puis poursuivre cette vision.
Lorsque vous élaborez le programme d'écriture du futur, vous tentez de développer une vision. C'est le premier exercice. C'est comme, d'accord, voici le marché, très bien. Vous pouvez obtenir le nécessaire et le désirer. Peut-être même mieux, vous pouvez avoir ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez si vous vous traitiez correctement. Alors imaginez d'abord que vous vous traitiez correctement parce que vous vous souciez vraiment de vous-même. D'accord, disons que ce n'est pas le cas. Eh bien, comment aidez-vous quelqu'un? Eh bien, au moins, vous leur demandez d'ouvrir la porte à la possibilité que peut-être ils pourraient le faire. Imagine simplement que tu l'as fait. Non pas que tu le fasses, ou que tu pourrais le faire, mais que tu as essayé. Pense, d'accord. Je suis peut-être une personne de valeur. Et si je me traitais comme si j'avais une valeur intrinsèque, comme si tu te traitais comme quelqu'un que tu aimais. Donc tu pourrais imaginer faire ça pour quelqu'un dont tu te soucies vraiment. Parce que la plupart des gens se soucient de quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Donc... Est-ce que tu identifies quelqu'un dont tu te soucies? Eh bien, tu peux, oui tu peux, et dire parce que ça te montre. C'est comme, eh bien, si tu n'es pas très doué pour prendre soin de toi, imagine quelqu'un que tu aimes et fais comme si tu apportais cette attitude envers toi-même, avec toutes tes fautes et tes insuffisances. Je ne dis pas ça à la légère, c'est difficile pour les gens de faire ça, parce qu'on connaît si bien nos propres défauts. C'est difficile pour nous de prendre soin de nous-mêmes. Mais imagine que tu devrais prendre soin de toi, que tu pourrais le faire, et que tu le faisais. Imagine juste ça. Donc, ça ouvre au moins la porte, n'est-ce pas? Oui. Et ensuite tu dis qu'en 5 ans, tu pourras obtenir ce que tu veux et ce dont tu as besoin. Qu'est-ce que c'est? Et donc, c'est une question profonde. Parce que la question, c'est que ta vie va être difficile. Et elle va être marquée par la souffrance. Et la tragédie. De toutes sortes de façons différentes. La déception, les obstacles, la trahison et toute la panoplie des catastrophes humaines. Ça c'est absolument certain à 100%, ça va vous arriver. D'accord. Donc étant donné cela, et étant donné que vous voulez vivre une vie sans ressentiment ni amertume, et sans vieillissement prématuré ni souffrance excessive, et que vous ne voulez pas être un fardeau pour tous ceux qui vous entourent, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour que porter ce poids en vaille la peine? C'est une question difficile. Qu'est-ce qui justifie votre souffrance? Ce n'est pas une question de bonheur, mais de justification de la souffrance. Demandez-vous. Vous pouvez avoir ce que vous voulez si vous prenez soin de vous. Qu'est-ce que ce serait? D'accord. Alors vous écrivez pendant 15 minutes à quoi pourrait ressembler votre vie dans 5 ans, si vous pouviez avoir ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez. Ensuite, on concrétise parce que vous savez. J'ai eu beaucoup de clients et d'étudiants qui disaient « Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Que devrais-je faire de ma vie ?» Et la première réponse à cette question, c'est que ce n'est pas une très bonne question, parce que c'est comme si vous vouliez une réponse en une ligne à ce que vous devriez faire de votre vie. La vie c'est tout, et vous voulez une réponse en une ligne à tout. Non, mauvaise question. Vous pouvez imaginer un avenir souhaitable, mais il est utile de le préciser. Donc, l'une des questions que vous pourriez poser, c'est « Où les gens trouvent-ils du sens ?» Et la réponse, c'est « Eh bien, à plusieurs endroits. Voici quelques sources de sens pour beaucoup de gens. » Donc, si des clients déprimés venaient de me voir, j'essaierais d'abord de savoir s'ils sont déprimés ou s'ils ont simplement une vie terrible, ou une combinaison des deux. Vous pourriez demander quelle est la différence? C'est une très bonne question. Si vous êtes déprimé, vous avez une bonne vie, mais vous souffrez quand même. Alors, qu'est-ce que cela voudrait dire d'avoir une bonne vie? Eh bien, cela signifie des choses un peu différentes pour chacun. Mais on peut plus ou moins cerner l'idée. Probablement que vous avez une relation intime, ou au moins la perspective d'en avoir une. Donc au moins vous en voulez une, et vous pensez peut-être que vous pourriez en avoir une si vous n'en avez pas. Et probablement que si vous avez une bonne vie, vous en avez une. Vous avez des amis. Ce sont de vrais amis, n'est-ce pas? Vous avez probablement de la famille, des enfants, des parents, des frères et sœurs, ou des petits-enfants. Vous êtes intégrés dans une famille, et entretenez des relations avec elle. Souhaitable. Vous avez un emploi ou une carrière. Et donc si c'est un emploi, eh bien c'est difficile et peut-être que vous ne l'auriez pas choisi comme vocation. Mais au moins, vous avez peut-être de bonnes relations avec vos collègues et vous faites quelque chose de difficile, mais qui est en fait socialement productif et utile et qui génère un revenu. Donc ce n'est pas rien. Vous êtes éduqué à la hauteur de vos capacités intellectuelles, ou vous avez des projets pour le faire.
Vous prenez soin de vous mentalement et physiquement, et vous avez une stratégie pour gérer le domaine des tentations, de l'abus de drogues et d'alcool, des comportements sexuels inappropriés et ce genre de choses. Et puis, nous en avons ajouté un autre récemment, du moins conceptuellement. Vous avez adopté un certain degré de responsabilité civique, n'est-ce pas? Vous contribuez d'une certaine façon à la communauté dans son ensemble. Si vous ne faites rien de tout cela, ma vie n'a aucun sens. Vous ne faites aucune de ces choses. C'est pourquoi c'est dénué de sens. Ce sont les domaines du sens. Donc, si vous êtes malheureux et que vous n'avez rien de tout cela, la première chose à faire, si vous êtes un thérapeute cognitivo-comportemental avec quelqu'un, c'est de dire « Eh bien, et si on travaillait sur l'un de ces aspects pour commencer ?» Vous savez, il vous faut des amis. Il faut sortir sur le marché des rencontres. Il vous faut un travail ou un meilleur travail. Il vous faut un plan d'éducation. Vous n'avez pas de vie, donc bien sûr que vous êtes misérable. Parce que sans entretenir la vie, sans entretenir le sens, la vie n'est que tragédie. Et donc votre lot, c'est la misère. Bref, nous demandons aux gens de passer en revue ces 8 domaines différents et de dire « D'accord, vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais il faut viser. » Pécheur. Ça veut dire manquer la cible, d'ailleurs ça veut dire rater la cible. Ce qui vous éloigne de Dieu, c'est de rater la cible. Quelle cible? Oui, quelle cible justement? Il faut au moins savoir qu'il y a une cible, puis il faut essayer de l'atteindre, vous savez, et peut-être que vous ne savez même pas où est la cible, ou que votre visée n'est pas bonne. Mais au moins vous avez maintenant une cible, et vous pouvez vous entraîner. Donc si vous aviez une relation intime, à quoi ressemblerait-elle? Si vous aviez des amis, comment aimeriez-vous que ces amitiés se passent? Si vous aviez un travail ou une carrière, qu'est-ce que ça pourrait être si vous aviez ce que vous vouliez? Si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, vous ne savez pas qui vous devriez être, parfois, vous y pensez en termes de carrière à poursuivre. Mais voici une autre façon d'y penser. C'est un peu une philosophie des cils que le député Crenshaw a détaillée. Voici quelques exemples de ce que vous pourriez être. Ce sont mes mots, voici les siens. Vous serez quelqu'un qui n'est jamais en retard. Vous serez quelqu'un qui prend soin de ses hommes, qui apprend à les connaître et qui met leurs besoins avant les siens. Vous serez une personne persévérante face à l'adversité. Vous serez quelqu'un qui prend les choses en main et dirige quand personne d'autre ne le fait. Vous serez quelqu'un de minutieux, ce dont vous parlez beaucoup dans les sections suivantes du livre. Toujours vigilant, attentif. Vous serez agressif dans vos actions, mais vous ne perdrez jamais votre sang-froid. Vous aurez le sens de l'humour, car parfois c'est tout ce qui peut vous aider à traverser les heures les plus sombres. Vous travaillerez dur et vous donnerez le meilleur de vous-même, même lorsque personne ne vous regarde. Vous serez créatif et penserez différemment. Même si cela vous attire des ennuis, vous êtes un rebelle. Mais pas un mutin. Vous êtes un touche-à-tout et maître en rien. Et puis, un peu plus tard, vous enchaînez avec ce paragraphe, ces paragraphes. Soyez assez agressif pour tuer l'ennemi. Mais immédiatement assez calme pour ne pas effrayer la petite vieille. Vous serez cet homme mentalement assez fort pour agir dans un chaos horrible, puis passer aussitôt à la tranquillité, tout cela sans jamais craquer mentalement. Vous passerez efficacement d'un agresseur hyper masculin à un soignant doux. Vous serez à la fois un guerrier et un gentleman. Les qualités qui faisaient pour des chefs des cils de grands leaders étaient rarement d'ordre physique. Ils écoutaient, ils donnaient à leur équipe les moyens de réussir, confiant prudemment des responsabilités supplémentaires à certains individus. C'est là une véritable éthique conservatrice. Ils mettaient en avant les bonnes performances en public et critiquaient les mauvaises en privé. Eh bien, tu sais, ce sont des listes de vertus, et peut-être qu'elles ne sont pas les seules listes de vertus possibles. Probablement pas. Mais si tu es perdu, et que tu ne sais pas par où commencer à t'exercer, tu parles aussi de cette idée. C'est une idée aristotélicienne, que nous sommes nos habitudes, que nous devenons ce que nous pratiquons. Et imagine, si tu es perdu, et que tu écoutes, tu te dis, bon, tu trouves certaines choses admirables. Eh bien, tu pourrais t'exercer
à ces choses-là. Et tu peux t'y exercer localement, et de façon minimale, dans tes propres relations. Et tu peux commencer à t'améliorer là-dedans. Et plus tu t'améliores dans ces domaines, plus tu deviens encore meilleur, non. Et ensuite, tu peux élargir le champ de ton action à une perspective plus large. Donc tu as dit ici aussi, prenons une autre citation ici. Tout au long de ta vie, c'est aussi un conseil très pratique, et je pense que c'est très sage d'un point de vue thérapeutique. Tout au long de ta vie, tu as des personnes que tu admires. D'accord. Alors réfléchissons à ce que signifie admirer quelqu'un. Pourquoi vers le haut? Eh bien, le haut, c'est quelque chose qui appelle de loin, comme une lumière sur une colline, et nous supposons automatiquement que ceux que nous admirons sont des personnes vers qui nous levons les yeux. Cela indique donc une distance et une direction, et c'est en montée, c'est vers une perspective plus élevée, disons. Il y a donc automatiquement des personnes qui suscitent cet esprit en toi. Tu as remarqué la façon dont cela fonctionne. Cela pourrait aussi impliquer qu'il y a une certaine notion de lutte nécessaire pour atteindre ce point, parce qu'il est plus facile de descendre que de monter. Oui, tout à fait. C'est exact. C'est une ascension difficile. Et cela implique aussi un jugement. Parce que si quelqu'un est au-dessus de vous, alors il agit aussi comme un juge. Ou vous agissez comme un juge par rapport à lui. Parce que vous vous comparez défavorablement à cette personne. Et cela peut aussi vous inspirer à les rabaisser. C'est vraiment l'histoire de Caïn et Abel. Et c'est une histoire majeure. Vous avez remarqué la façon dont un enseignant, un parent, un collègue, un mentor ou un ami interagit avec les autres, et vous repartez en pensant « ce comportement fonctionne tout simplement mieux, ils sont respectés, admirés et réussissent, et vous vous demandez pourquoi c'est le cas. Vous le faites si vous êtes un peu humble au lieu d'être envieux, n'est-ce pas? Parce qu'autrement vous pensez que ce fichu escroc a juste volé sa position, et c'est pour ça qu'il l'a. Mais si vous êtes un peu humble, vous pourriez penser « non, ce gars-là a l'air d'avoir réussi. Il sait peut-être quelque chose que j'ignore. » Vous remarquez des attributs et des traits de caractère qui sont bons et qui valent la peine d'être recherchés. Vous remarquez des attributs qui rendent certaines personnes plus réussies que d'autres. Vous remarquez à quoi ressemble un héros. Et dans le processus, vous découvrez un chemin composé de traits de personnalité désirables qui vous aident à gravir les hiérarchies sociales. C'est l'échelle de Jacob, d'ailleurs, cette échelle. C'est la hiérarchie vers le bien. C'est la vision que Jacob a du chemin vers Dieu. C'est une structure hiérarchique avec au sommet ce qui est ultimement bon par définition, le meilleur de tous les biens possibles. Et il y a des structures intermédiaires tout au long de l'ascension, et des êtres qui habitent ces structures. Ce n'est pas métaphysique. Si vous trouvez quelqu'un que vous admirez, la raison pour laquelle vous l'admirez, c'est parce qu'il est plus haut que vous dans cette hiérarchie céleste, pour ainsi dire, et tout votre système nerveux vous le dit. Vous êtes obligé d'écouter, obligé de prêter attention, par l'action de votre propre esprit inconscient. Et vous savez ce qui est intéressant à propos de ce point, celui d'identifier ces héros, ou du moins des modèles, vous pouvez les appeler l'un ou l'autre. J'ai simplement pensé que « héros » était un mot plus percutant à utiliser pour l'écriture. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est la façon dont la pop culture joue un rôle assez important là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont tout simplement pas ces bons modèles dans leur vie. Et il faut le reconnaître. Alors, vers qui sont-ils censés se tourner? Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il est si important de mener ces guerres culturelles, auxquelles vous et moi participons de façon assez régulière, au point qu'elles deviennent une part sérieuse de notre politique, ce qui, en même temps, est nécessaire, mais aussi profondément malheureux. Je pense que l'attaque contre la pop culture menée par cette gauche progressiste victimaire a atteint un plafond. Je crois qu'il y a un véritable retour de bâton. Regardez des films comme Top Gun, le plus récent, qui est peut-être l'un des plus gros succès de tous les temps, un film absolument phénoménal, vraiment agréable à regarder. Pourquoi? Parce qu'il mettait en avant toutes ces vertus classiques. Et qu'il y avait aussi tout un message sur les relations humaines, sur la façon dont on traite les gens et sur les conséquences de ces comportements. Ces choses-là touchent les gens d'une manière plus profonde. Même s'ils ne peuvent pas forcément les exprimer, ils les comprennent quand ils les voient. Et il y a ces minorités radicales très bruyantes qui veulent que cela change, qui veulent autre chose à la place. Mais les gens réagissent contre cela parce que ce n'est pas vrai, il n'y a aucune vérité là-dedans. Oui, eh bien oui. Et quelque chose crie en eux, à ce moment-là. Et c'est justement ce à quoi un conteur peut faire appel. J'ai vu la même chose dans la série Marvel Avengers. Il y a un retour à une certaine
toute une gamme de vertus classiques, certainement la fraternité, une sorte d'éthique militaire, le sacrifice, l'aspiration vers le haut, certainement des vertus masculines. La combinaison de Hulk et d'Iron Man, par exemple. Il y a un élément monstrueux chez Hulk, mais c'est un héros d'une certaine manière étrange, et il est aussi la force revitalisante pour Iron Man lorsqu'il est sur le point de mourir. Et c'est pour cela que ces films étaient si nécessaires et si attirants, parce qu'ils répondent en fait à un vide conceptuel radical dans la culture. Et c'est un vide que tu abordes dans ton livre, surtout avec ton appel, disons triple, au devoir, à la responsabilité et à l'humour en même temps, ce qui est une forme de stoïcisme face à la catastrophe. C'est un gros problème dans la vie. Imagine que tu vises quelque chose et puis il se passe quelque chose qui le rend impossible, ou tu découvres que ce n'est pas la bonne chose. Alors, sur quoi dois-tu compter pour te remettre sur la bonne voie ? Ce n'est évidemment pas ton objectif, mais ça pourrait être ta capacité à viser à nouveau. Et ça dépend sacrément de ton caractère. Ça c'est sûr. Et donc je ne pense pas qu'il y ait un objectif plus fondamental que ce que tu devrais être. Et il n'y a pas de meilleure façon de caractériser ce que tu devrais être que de dire que tu devrais renforcer ton caractère. Donc maintenant, tu avances vers la terre promise. C'est inspirant et ça produit une émotion positive, car tu ressens une émotion positive en avançant vers un objectif de valeur. Sans objectif de valeur, pas d'émotion positive. C'est ainsi que tes systèmes psychophysiologiques fonctionnent. Les aspects négatifs comme la colère, l'amertume et la peur peuvent te freiner. Fais donc l'inventaire de ta nature pécheresse pour y remédier. Tu connais tes tentations, et ce qui te détourne du droit chemin, ce qui peut engendrer un sentiment de culpabilité. Tu sais où sont tes faiblesses, et tu as probablement une idée de l'enfer dans lequel tu pourrais vivre si tu laissais ces faiblesses prendre le dessus. Alors pourquoi ne pas simplement écrire là-dessus pendant 15 minutes ? Disons que ce n'est pas ce que tu pourrais avoir dans 5 ans. C'est le gouffre que tu pourrais creuser pour toi-même si tu décidais, tu sais, de simplement rester là ou de creuser. Tout le monde en a une idée, tu sais, pour certaines personnes. Ma tentation aurait probablement été l'alcool, ça me calmait dans les situations sociales. Ça me faisait me sentir plus proche des gens et c'était un assez bon stimulant. Cette drogue Scalage était vraiment bonne pour moi et je l'ai beaucoup appréciée. Beaucoup trop. Mais j'ai appris que j'avais de meilleures choses à faire. Je n'aurais pas arrêté sans avoir de meilleures choses à faire et... Que voulais-tu dire par de meilleures choses à faire ? J'écrivais mon livre « Carte du sens » quand j'étais encore étudiant diplômé en train de faire la fête. J'avais commencé à remettre de l'ordre dans ma vie. À ce moment-là, pas mal, mais j'étais encore un fêtard. Et très sociable. Mais j'ai constaté que je n'arrivais pas à réfléchir avec la gueule de bois. Non seulement ça, mais je ne pouvais pas gérer la tension émotionnelle de ce que j'affrontais intellectuellement. C'était trop. Tu sais, avec la gueule de bois, tes émotions sont à fleur de peau. Principalement ton anxiété et le travail que je faisais. Trop exigeant émotionnellement, car je traitais d'atrocités historiques aux motivations bien trop sombres. Tu sais, c'est trop à gérer quand tu as la gueule de bois. En plus, une fois que j'avais écrit pas mal et que j'éditais, une fois que tu as édité ton travail de façon assez poussée, tu dois utiliser quelque chose de plus fin, et des gradations de jugement de plus en plus fines pour continuer à l'améliorer. Si tu es confus, si ton jugement est altéré, quand tu édites, tu peux empirer les choses, pas les améliorer. Et j'ai aussi réalisé que les seules fois où je regrettais vraiment mes actions, c'était quand je buvais, parce que ça te désinhibe. Cela peut être vraiment amusant, mais... Je me réveillais le lendemain, et je me disais, ouais, j'ai été un peu trop provocateur, un peu trop agressif, un peu trop méchant dans mon humour, un peu trop égocentrique, ou peut-être plus qu'un peu sur tous ces points, un peu négligent dans le choix de mon partenaire. Mon comportement social était incontrôlé dans des endroits inappropriés. En tant qu'étudiant en master et enseignant, j'interagissais avec des professeurs d'une manière que je n'aurais pas dû. À mesure que tes responsabilités augmentaient, Ce n'était pas le moment d'être ivre, c'était inapproprié. Ça pouvait passer dans une certaine mesure dans certaines sous-cultures du nord de l'Alberta, mais... Dans ces situations,
ça me faisait juste passer pour un idiot. En fait, ça faisait de moi un idiot, pas seulement l'air d'en être un. Et puis, quand toi et moi nous sommes mariés, et qu'on allait avoir des enfants, je me suis dit, bon, je ne boirai pas quand j'aurai des enfants. Oui, je voulais des enfants. Oui, et tu sais, à ce moment-là, tu veux grandir. Et puis, de toute façon, j'étais prêt à laisser tout ça derrière moi à ce moment-là. Imagine l'enfer dans lequel tu pourrais vivre. L'avantage, c'est que les gens ont souvent peur d'avancer. Et ce n'est pas étonnant, mais tu devrais avoir bien plus peur de ne pas avancer. Donc si tu laisses cet enfer derrière toi, tu n'as pas l'envie, l'effort ou l'énergie d'y retourner. Je ne suis même pas sûr que ce soit la bonne chose. C'est comme, est-ce que j'ai envie d'y retourner? Non, certainement pas. Et si tu ne ressens pas ça, si tu ne ressens pas cet enfer, alors tu n'es pas aussi motivé que tu pourrais l'être. Parce que si tu as la moindre idée de à quel point les choses pourraient devenir sombres et désastreuses, eh bien, c'est juste là pour toi. Et c'était une chose que J'ai trouvé utile. J'ai trouvé que c'était utile quand j'ai fait l'exercice d'écriture sur l'avenir, de réfléchir à l'endroit où j'irais. Si je prenais la mauvaise direction... Pourquoi? Eh bien... c'est juste bien de savoir comment tu vas t'effondrer. Ouais, eh bien... Toi, c'est possible. Eh bien, et tu peux aussi te poser la question. Et étudier les atrocités historiques m'a aussi aidé pour ça. C'est comme... Eh bien, veux-tu être aussi... Comment appellerais-tu un sadique? Tu es amer et plein de ressentiment. Tu veux faire du mal aux autres. Ce chiant-candon. C'est là que tu veux finir? En mentant et en trompant. Car c'est ce qui arrive quand on ment et trompe. Veux-tu être rempli de ressentiment et d'amertume? C'est là que tu finiras si tu empruntes cette voie. Oui, mais parfois, tu sais, les gens, ils ne savent tout simplement pas quoi faire à ce sujet. Donc, ton programme les aide à établir un plan. Ouais, eh bien, et le plan c'est vraiment... Écoute, nous sommes des visionnaires, mec. Les êtres humains sont des visionnaires. Vraiment? J'ai découvert, lors de mon auto-rédaction de 15 minutes, en écrivant sur mon avenir et en imaginant à quoi il ressemblerait si c'était exactement ce que je voulais, puis en définissant les objectifs après ça, les rêves que j'ai eus. Cela, les choses que j'avais identifiées sont apparues dans ma vie. Et cela était assez choquant. Eh bien, le fait est que vous regardez le monde à travers un cadre orienté vers un objectif. Et donc quand vous changez vos objectifs, ce qui apparaît pour vous dans le monde change. C'est mystique, d'une certaine manière, mais d'une autre manière, c'est tout à fait compréhensible. C'est comme, eh bien, si je regarde de ce côté, je vois la télé et le canapé. Et si je regarde de l'autre côté, je te vois sur la chaise. Eh bien, ce n'est pas si mystérieux. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé la réalité, qui se manifeste à moi, simplement, en changeant la direction de mon orientation. Eh bien, nous faisons cela aussi de façon métaphysique. Et donc, par exemple, si vous décidez que vous allez faire preuve de confiance courageuse envers les gens lorsqu'ils vous offrent une opportunité, même si vous êtes sceptique et timide, mais que vous décidez non, je vais avoir un peu de foi en les gens. Donc je vais être courageux et faire confiance. Alors quand ils vous ouvrent une porte, c'est une opportunité. Vous penserez que vous pourriez franchir cette porte sans réaliser que vous entrez dans un piège. Et c'est la même réalité d'une certaine manière, mais... La manière d'interagir avec elle peut changer, s'inverser, se transformer si radicalement qu'on croirait à peine vivre dans le même monde. Il y a beaucoup d'interprétations potentielles que vous pouvez légitimement appliquer au monde. Et certaines sont très positives. Et elles fonctionnent toujours. Et ne serait-ce pas merveilleux si vous pouviez projeter une vision incroyablement positive sur le monde de manière calculée et stratégique, pas de façon instrumentale, d'accord, parce que vous visez quelque chose de vraiment bon. Et cela fonctionnerait, et c'est ainsi que le monde fonctionne. L'une des choses que j'adorais dans ma pratique clinique, c'était tellement bien, et ça me manque. Nous travaillons toujours, le meilleur de moi-même et de mon client, travailler ensemble pour améliorer tous les aspects de leur vie, et ça marchait. Vous savez, j'ai eu beaucoup de clientes qui ont triplé leurs revenus en 4 ans. Elles ne pensaient même pas que c'était possible.
C'était comme « Je ne gagne pas assez d'argent, j'arrive à peine à joindre les deux bouts, mère célibataire, je n'ai aucune idée de quoi faire, je n'aime pas mon travail. » C'est comme si on devait faire un plan. Vous savez, qu'est-ce que vous voulez ? Eh bien, j'aimerais gagner autant d'argent. Pourquoi ne pas doubler ce montant ? Et simplement parce que vous allez viser quelque chose. Certaines personnes, elles gagnent plus d'argent que ça. Alors peut-être que ça pourrait être vous. Eh bien, est-ce que c'est même possible ? Ce n'est même pas possible. C'est comme, bon, supposons simplement que c'est peut-être possible et voyons ce que vous auriez à faire. Eh bien, il faut que vous prépariez votre curriculum vitae. Eh bien, il est plein de trous. Réparons les trous. Tu dois avoir un plan. Je ne suis pas très bon en entretien. Entraînons-nous aux entretiens jusqu'à ce que tu ne sois pas seulement bon, mais que tu aies même hâte d'y aller. Vous savez, j'ai eu des clients qui étaient dans des situations si désespérées que tout ce que je pouvais vraiment faire, c'était les aider à s'en protéger. Mais ils étaient minoritaires. Je ne dirais pas que plus de 5% de ma clientèle entrait dans cette catégorie. Pour tous les autres, c'était une amélioration rapide sur tous les plans. Vous voyez ? Et c'est tellement agréable. Il n'y a rien de plus pratique, c'est ça aussi. Il n'y a rien de plus pratique que de développer une vision. Ce n'est pas un exercice irréaliste. Sans vision, vous êtes chaotique, fragmenté, sans espoir, déçu, et quelqu'un peut vous arrêter simplement en mettant un seul obstacle sur votre chemin. Vous êtes une maison divisée contre elle-même. Vous n'avancez pas, vous n'êtes pas enthousiaste. Et c'est ça, être rempli de l'Esprit de Dieu, d'ailleurs. Et votre vie devient une suite de déceptions, de frustrations, de tragédies. Et vous êtes une feuille emportée par le vent. Et ce n'est pas ce à quoi vous êtes appelé. Ce n'est pas ce à quoi vous êtes appelé. Vous êtes appelé à être un bâtisseur visionnaire de... la vision paradisiaque. Vraiment, vraiment, c'est ce que tu es. Aussi terrible que cela paraisse. Et donc, qu'avons-nous à perdre ? Nous allons perdre tout ce qui peut être perdu. Ouais. C'est ça. On est tous à fond dans ce jeu, mec. Donc que tu le veuilles ou non, tu mises tout sur ta vie. On devrait être très clair. Il faut bien distinguer ici que souvent, quand les gens sont aigris, pleins de ressentiments et se sentent victimes, c'est parce que des choses vraiment horribles leur sont arrivées. Souvent, mais pas toujours. Alors la question est la suivante. Si vous êtes dans une situation où quelque chose de vraiment horrible vous est arrivé ou vous arrive, pourquoi ne devriez-vous pas vous sentir comme une victime ? Et existe-t-il une meilleure alternative ? Et une partie de ce que vous essayez d'exposer dans cette partie du livre, c'est justement quelles sont ces meilleures alternatives. Donc, une partie de la recherche de ce héros consiste à apprendre de l'exemple de quelqu'un d'autre. Dans votre cas, c'était votre mère, mais il y a aussi ces autres exemples que vous avez décrits, de personnes qui vivaient dans une sorte d'enfer, au sens indéniable du terme, mais qui ont choisi, de façon très concrète, de rendre la situation aussi bonne que possible compte tenu des circonstances. Et donc, ils ont dû puiser dans des sources de puissance, disons, de force, de courage et de résilience qui, d'une certaine manière, n'étaient pas évidemment associées à la catastrophe. Je veux dire, dans le cas de votre mère, c'est une situation assez tragique. C'est une jeune mère. Elle a de jeunes enfants. Maintenant, elle a un cancer du sein et elle mène un combat perdu d'avance pendant 5 ans. C'est vraiment terrible. Et puis, il faut se demander, étant donné que c'est manifestement très grave, comment est-il même possible que quelqu'un puisse affronter cela non seulement avec grâce et courage, mais avec une telle grâce et un tel courage qu'ils laissent à leurs enfants une conviction inébranlable de leur capacité à triompher face à la plus profonde adversité. C'est vraiment quelque chose. Des milliers de personnes sont passées avant vous, et elles s'en sont très bien sorties. Alors arrêtez de vous plaindre. Et ce n'est pas parce que vous n'avez aucune raison de vous plaindre. Ce n'est pas le cas. C'est simplement que ce n'est pas la bonne façon d'aborder les choses. Le fait est, et c'est un fait tellement optimiste, ainsi qu'un jugement d'une certaine manière, le fait est que si quelqu'un d'autre peut le faire, vous le pouvez aussi.
Et c'est quelque chose, n'est-ce pas? Si vous lisez sur les grands héros de l'histoire, des personnes qui se trouvent dans des situations terribles, et que vous voyez quelqu'un se montrer à la hauteur, et alors, vous pouvez vous dire, cette personne l'a fait, et je suis aussi une personne, donc j'en suis peut-être capable, même si je ne sais pas encore comment m'y prendre. Et puis, une partie du reste de votre livre, je dirais même une grande partie, est en quelque sorte un guide pour aider les gens à comprendre comment ils pourraient de s'y prendre. L'une des premières choses que vous soulignez, c'est de remarquer qui vous admirez, puis d'essayer de pratiquer consciemment à devenir comme cette personne. Il est connu, sous plusieurs angles à la fois, que le système qui produit le bonheur, disons au sens du fondateur, génère cette émotion en relation avec l'observation d'un mouvement vers un objectif valorisé. Et donc, on peut en tirer certaines conclusions. La première, c'est c'est que sans objectif, il n'y a pas de bonheur, par définition, parce que le bonheur marque le mouvement vers un objectif valorisé. Ensuite, plus l'objectif est élevé, plus il y a de valeur dans l'observation du mouvement vers celui-ci. Et donc, à partir de là, on pourrait se demander quel est le but le plus élevé. Parce que pourquoi ne pas viser cela? Alors on pourrait dire, eh bien, tu devrais faire de ton mieux pour le meilleur. Tu pourrais dire que c'est juste pour me rendre heureux de façon hédonique. Mais attends une seconde, tu sais, la cocaïne fonctionnerait pour ça parce qu'elle active même ce système, mais... Qu'en est-il de demain, de la semaine prochaine et du mois prochain? Donc, le problème avec l'hédonisme comme objectif, c'est que d'abord il disparaît quand tu souffres. Mais même en dehors de ça, si tu te sers toi-même de façon hédonique au sens étroit, c'est juste à propos de moi et de mon plaisir, d'accord? Mais lequel de toi? Le toi d'aujourd'hui, le toi de demain, le toi de la semaine prochaine, du mois prochain. Et dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, tu vas mener une vie hédonique et dissolue. Et qu'est-ce que tu vas devenir? Une coquille vide, un naufrage, une épave misérable dans 10 ans. Parce que c'est ce qui va arriver. Alors, si tu ne te considères pas comme une communauté étendue dans le temps, alors tu ne te sers même pas toi-même. Et si tu te considères comme une communauté étendue dans le temps, alors servir les autres et te servir toi-même s'avère être exactement la même chose. Je viens de faire un cours sur le sermon sur la montagne, et le Christ, dans l'une des sections de ce sermon, il dit aux gens qu'ils ne devraient pas perdre leur saveur, qu'ils ne devraient pas perdre leur goût, et que vous êtes le sel de la terre, et sans ce sel, tout perd sa saveur. Le sel est un conservateur et une épice. Cette phrase est souvent interprétée comme faisant référence au sel de la terre, les personnes solides et fiables qui portent tous les fardeaux. Cependant, après avoir consulté de nombreuses traductions et discuté avec beaucoup de gens, ce n'est pas ce que cela signifie réellement. Eh bien, il devrait y avoir un peu de piquant, d'imprévisibilité et d'humour en vous, et il devrait y avoir un peu de jeu dans le système, n'est-ce pas? Parce que c'est ce qui vous empêche d'être simplement la lettre morte, étroite et passée de la loi, sans aucun esprit. Un serpent devrait se cacher dans l'arbre, n'est-ce pas? Un feu devrait brûler dans le buisson. Ce sont toutes des façons de le concevoir qui sont symboliquement équivalentes. Il devrait y avoir du dynamisme en toi, en grande partie lié à l'enthousiasme. C'est amusant. Mais l'enthousiasme signifie être imprégné de l'Esprit de Dieu. C'est aussi pour ça que les gens aiment autant les comédiens. Parce que c'est ce qu'ils font. Et donc il faut mêler le devoir à l'humour. Ton livre fait aussi un très beau travail à ce niveau. Parce que ton livre, qui est un livre très conservateur, dans le meilleur sens du terme, est un appel au devoir et à la responsabilité. Mais tu reviens constamment à des thèmes de stoïcisme et d'humour, qui sont liés d'une certaine manière. Tu sais, je viens juste de passer 1 semaine à Terre-Neuve pour y faire un documentaire, et... Terre-Neuve, c'est un rocher rude, c'est beau et dur, et les gens là-bas sont coriaces et résilients parce qu'ils ont dû l'être. Les Terre-Neuviens ont un grand sens de l'humour, et ils plaisantent tout le temps. Et c'est un niveau nécessaire, cette capacité à aborder les choses sérieuses avec légèreté, avec une touche légère. Et c'est quelque chose que j'essaie d'apprendre, à faire de plus en plus, même dans les conversations les plus sérieuses, tu sais.
Parce que si tu es un maître, tu as les deux. Tu as cette touche légère et ce sens de l'humour. On le voit vraiment chez les militaires qui ont traversé des situations difficiles. Quand tu vois quelqu'un dans les profondeurs d'une véritable souffrance, j'espère que ce que tu essaies de faire, c'est de lancer une bouée de sauvetage. Et une bouée possible, c'est la compassion. Et c'est probablement la bonne bouée à lancer à un nourrisson, tu sais, qui souffre, ce genre de compassion débordante. Mais pour quelqu'un qui est adulte ou qui progresse vers l'âge adulte, la bouée qu'on pourrait lancer, c'est « Il y a quelque chose en toi qui te permettrait d'être plus que ce que tu es, et bien plus, et peut-être suffisamment plus pour que tu puisses réellement faire face à cette souffrance pour qu'elle ne se transforme pas en enfer et n'emporte pas tout avec elle. Et il n'y a rien de plus optimiste que ça. » Tu dis ici quelque chose que je trouve extrêmement... Je vais lire un extrait de ton livre. Il est vrai que le caractère est en partie inné. Je dirais que cela nous donne à chacun une gamme de talents et une gamme de tentations, quelque chose comme ça. La main qui nous est donnée a certainement un élément génétique. Notre constitution génétique nous confère certaines tendances, mais il est tout aussi vrai que le caractère est principalement une conséquence de nos choix. Étrangement, nous les faisons tous, et nous devrions les faire délibérément, en sachant que ces choix font partie de notre responsabilité envers un but autre que nos propres intérêts égoïstes. Cette responsabilité concerne votre famille, vos amis, votre communauté et le pays. C'est quelque chose que les conservateurs présentent comme une voie vers la vertu. Ce qui est si intéressant à ce sujet, c'est que c'est un antidote au libéralisme atomistique. Disons que cela privilégie à l'extrême l'individu, mais il est certain que d'après mes observations, en tant que psychologue clinicien, dans les profondeurs de la misère, la capacité que vous avez à être utile, pour les autres, votre famille, vos amis, votre communauté, votre pays, c'est en fait une grâce salvatrice dans de telles circonstances. Vous savez ? Et les gens trouvent vraiment un sens profond et durable dans ce service. Donc ce n'est pas juste faire la morale. Et montrer du doigt le devoir. Ce n'est pas ça. Non, non. Vous ne comprenez pas que si vous êtes dans une situation désespérée, si votre vie s'est effondrée, si vous êtes nihiliste et misérable, et peut-être que vous avez de bonnes raisons, parce que peut-être que c'est le cas, c'est quand même vrai que si vous sortez de vous-même et que vous essayez d'améliorer la vie des autres, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même. Alors imaginez qu'il y a un dragon d'urgence. Il y a un dragon. Quelqu'un vient et dit « Il y a un dragon, je suis la personne pour m'en occuper ». C'est ce que disent les environnementalistes, les types radicaux qui prônent les limites à la croissance. Alors je les regarde et je me dis « D'accord. Est-ce que ce dragon est réel ou non ? C'est une question. Eh bien... » Cette question me vient à l'esprit chaque fois que je suis seul. L'apocalypse environnementale est-elle imminente ? Je vais laisser cette question de côté pour le moment. Je pense qu'on peut argumenter dans les deux sens pour plein de raisons différentes, et ce n'est pas une préoccupation anodine. Et nous avons terriblement surpêché les océans, et il y a des problèmes environnementaux qui prennent de plus en plus d'ampleur. Que le changement climatique soit le facteur principal ou non est une autre question, mais nous n'allons pas entrer dans ce débat. Là n'est pas le problème. Vous criez au dragon. « Pourquoi devrais-je vous écouter ? Voyons comment vous réagissez face au dragon. » Tout d'abord, vous êtes terrifié et en état de panique, ce qui pourrait indiquer que vous n'êtes pas l'homme de la situation. Deuxièmement, vous êtes prêt à utiliser la contrainte pour forcer d'autres personnes à combattre le dragon à votre place. Maintenant, vous êtes non seulement terrifié, mais aussi un tyran apeuré. Alors je dirais, eh bien, dans ce cas, vous n'êtes pas le Moïse dont nous avons besoin pour nous guider dans cet exode particulier. Et c'est peut-être une explication neurologique. C'est comme si vous avez tellement peur de ce que vous affrontez, que vous êtes terrifié au point d'être paralysé et de sombrer dans le nihilisme, et que vous êtes prêt à utiliser la contrainte tyrannique pour arriver à vos fins, vous n'êtes pas le bon leader pour l'époque. Alors j'aime bien quelqu'un comme Björn Lomberg, ou Matt Ridley, ou Marion Toupy, et ils disent « Eh bien, regardez, nous avons nos problèmes environnementaux. » Et peut-être qu'on peut avancer qu'il y a un élément malthusien dans certaines situations, mais fondamentalement, l'expérience de l'humanité montre que nous apprenons très vite,
et de plus en plus vite, à faire plus avec moins, et nous maîtrisons la situation, et je pense. Oui, à cette idée. Et j'y pense de manière fondamentale, c'est comme si j'avais confiance en Lomberg. J'ai confiance en Tupi. J'ai confiance en Matt Ridley. Ils ont réfléchi profondément à ces questions. Ils ne disent pas simplement « Oh, l'environnement n'a pas d'importance. Peu importe ce qu'est l'environnement. » Vous savez, l'environnement. Je ne sais même pas ce que c'est tout. L'environnement, je me préoccupe de l'environnement. C'est comme... En quoi est-ce différent de dire « Je m'inquiète pour tout » ? En quoi ces affirmations sont-elles différentes sémantiquement ? Comment les femmes choisissent-elles leurs partenaires ? Contrairement aux femelles chimpanzés qui s'accouplent avec n'importe quel mâle en chaleur, les femmes humaines sont des partenaires exigeantes. Les femelles chimpanzés s'accouplent avec n'importe quel mâle. Les dominants ont plus de chances de s'accoupler, car ils chassent les subordonnés, et non parce que les femelles les choisissent. Les femmes humaines exercent un choix, et c'est l'une des choses qui nous différencie des chimpanzés. Mais comment font-elles ? Eh bien, elles observent la hiérarchie de dominance masculine, et c'est là que les hommes sont en compétition. Maintenant, on pourrait dire qu'ils se disputent le pouvoir, mais c'est une façon assez corrompue de voir les choses. Disons plutôt qu'ils se disputent, par exemple, l'influence. Ils se disputent dans le leadership, et donc, d'une certaine manière, les personnes au sommet de la hiérarchie, si ce sont des hommes, sont élues par les autres hommes. Je sais qu'il y a des brutes, et des prédateurs, et tout ça, mais je parle en moyenne, à travers le temps. C'est comme si les hommes s'organisaient entre eux, et il y a des hommes influents qui s'élèvent au sommet, et ce sont eux que les femmes choisissent. Réfléchissez-y maintenant. Ce que ça veut dire, c'est que pendant les millions d'années où une hiérarchie de dominance avec ses propriétés a existé, disons depuis que nous nous sommes séparés des chimpanzés, disons il y a 6 millions d'années, cela signifie que la hiérarchie de dominance masculine est l'environnement qui pousse le mâle reproducteur au sommet. Donc, cela signifie que le mâle le plus susceptible de prendre le dessus dans la hiérarchie de dominance masculine est celui qui a le plus de chances de laisser une contribution génétique. La hiérarchie de dominance masculine est donc un mécanisme de sélection influencé par les choix des femelles. Donc, ce que cela signifie, c'est qu'au fil de 6 millions d'années, les hommes sont devenus de plus en plus adaptés, non seulement à la présence de la hiérarchie de dominance masculine, mais aussi à la capacité de gravir ces échelons. Et c'est l'esprit central, on pourrait dire, en un certain sens, que c'est l'esprit central de l'individu. L'individu, c'est celui qui peut gravir les hiérarchies de dominance. C'est celui qui est au sommet, ou c'est l'œil au sommet de la pyramide. Et cela a été sélectionné. Et ce qui s'est passé, c'est que nous avons observé, donc nous devenons de plus en plus performants, pour des raisons biologiques, médiées culturellement, à comprendre comment gravir un ensemble de hiérarchies de dominance afin de pouvoir laisser une contribution génétique. C'est ce qui est arrivé aux êtres humains. Maintenant, imaginez que cela s'est produit pendant 6 millions d'années. Imaginez que nous avons commencé à observer cela, car nous sommes des créatures curieuses qui essayons de comprendre qui nous sommes. Et puis, en observant cela, nous avons commencé à raconter des histoires sur ce à quoi ressemblaient les personnes capables de gravir les hiérarchies. Ces héros ont donné naissance à la mythologie héroïque. Le plus grand héros sera celui qui tuera le serpent. Eh bien, sans surprise, parce que c'était un grand héros, mec. Peut-être qu'à l'époque où nous vivions dans les arbres, c'était cela un héros. Donc, le grand héros, c'est la personne qui part, tue le dragon, récupère l'or, le ramène à la communauté et le distribue. C'est aussi la personne la plus susceptible de monter dans la hiérarchie. C'est la personne la plus susceptible de trouver la vierge, n'est-ce pas ? Parce que c'est une vierge que tu libères du dragon et que tu peux réclamer, n'est-ce pas ? Et donc la hiérarchie de dominance est un mécanisme qui sélectionne les héros et ensuite les fait se reproduire. Et donc nous observons cela pendant 6 millions d'années. Nous commençons à comprendre ce que cela signifie d'être le héros. Nous commençons à raconter des histoires à ce sujet. Et donc, alors non seulement nous visons cela génétiquement avec la hiérarchie de dominance, c'est un mécanisme de sélection médié par le choix des femmes, mais nos histoires essaient de nous pousser dans cette direction. Et donc, nous disons, eh bien regarde, cette personne est admirable. Raconte une histoire à son sujet, et nous disons que cette personne est admirable. Raconte une histoire à son sujet, et cette personne est admirable. Et en même temps, nous parlons des personnes qui ne sont pas admirables. Puis nous commençons à voir les catégories admirables et non admirables. Et de là, on obtient quelque chose comme le bien et le mal. Et ensuite, vous pouvez commencer à imaginer la personne parfaite qui serait non seulement
Donc vous prenez 10 personnes admirables, et vous en extrayez quelqu'un qui est méta-admirable. Et c'est un héros. À travers le temps, cette personne devient une figure religieuse, un sauveur, un messie, incarnant notre concept de l'être idéal. En Occident, nous avons compris que la personne idéale, l'homme idéal, est celui qui dit la vérité. Et ce que cela signifie, c'est que c'est la meilleure façon de gravir n'importe quelle hiérarchie de dominance possible, de la manière la plus stable et la plus durable. C'est l'aboutissement de la culture occidentale. Autant que je puisse en juger, si vous voulez maximiser vos chances, à la fois de réussite et, disons, de bien-être, il faut trouver un domaine d'occupation dans lequel votre intelligence vous placerait dans le quart supérieur. C'est parfait, là vous êtes un gros poisson, dans un petit étang. Et vous ne voulez pas être ça, vous ne voulez pas être le type le plus stupide de la pièce, c'est vraiment un endroit difficile à être. Vous ne voulez probablement pas être le plus intelligent de la pièce, car cela signifie que vous devriez être ailleurs. En effet, il faut trouver un endroit où, quand on est au sommet, cela signifie qu'on a maîtrisé le domaine. Il est alors temps d'aller là où on est plus bas, pour avoir quelque chose à gravir. Donc, et je peux dire que si vous n'êtes pas hyper consciencieux, par exemple, vous n'allez probablement pas vouloir un travail où vous devez travailler 70 heures par semaine, parce que vous n'êtes tout simplement pas fait comme ça. Vous préféreriez avoir un peu de temps libre, et tant mieux pour vous si c'est comme ça que vous êtes fait. Il n'y a rien de mal à avoir un peu de loisir. Mais si vous ne supportez pas de rester inactif, vous pouvez peut-être choisir un travail qui vous demandera de travailler 75 heures par semaine. Et presque tous les emplois qui se trouvent au sommet des hiérarchies de dominance complexes exigent une intelligence très élevée et des niveaux de conscience incroyables, ainsi que, de manière générale, une tolérance au stress sacrément élevée. Vous savez ? Parce que ça peut aussi vous mettre à terre. Parce qu'il va y avoir de fortes fluctuations dans votre carrière, généralement au niveau les plus élevés d'une structure, et vous devez prendre des décisions très compliquées, souvent avec des délais très courts. Donc, vous devez décider si c'est ce que vous voulez. Si vous voulez être le meilleur dans ce que vous faites, sans exception, alors avoir un quotient intellectuel supérieur à 145 est une nécessité. Et peut-être que dans certaines situations, vous approchez les 160, et peut-être que cela fait de vous une personne sur 10 000, voire une personne sur 100 000. De plus, il est essentiel d'exceller dans ce domaine. Vous devez probablement avoir une tolérance au stress raisonnable, et aussi être quelque peu consciencieux, donc. Vous savez, les gens, quand vous vous demandez pourquoi les personnes intelligentes sont au sommet des hiérarchies de dominance. Et la réponse en partie, c'est qu'ils y arrivent les premiers, n'est-ce pas ? Tout est une course. Grosso modo, et plus vous êtes rapide, plus vous avez de chances d'être à l'avant du groupe. Et l'intelligence, en grande partie, c'est la rapidité, même si ce n'est pas tout. Ainsi, lorsqu'on progresse vite vers un objectif ardu, les plus rapides l'atteindront en premier.